Rebonjour à tous et à toutes qui revenaient depuis ce matin ou aux nouveaux et nouvelles personnes qui nous suivent. Et donc, pour continuer sur ces réflexions autour des métiers de la documentation et d'iconographe dans les médias depuis les années 60, cet après-midi, on cède la parole et on la donne bien volontiers aux professionnels pour qu'elles témoignent de leurs gestes et de leurs contraintes ou en tout cas du cadre dans lequel elles travaillent. Alors, un premier temps avec deux iconographes indépendants qui sont aussi maintenant directrices de la photographie pour la revue La Déferlante, qui est une nouvelle revue féministe des révolutions féministes et qui vont donc nous expliquer une série de cas auxquels elles ont dû répondre dans le numéro 2 et qui montre que le geste du choix, que l'iconographe, et c'est bien le sens de leur appellation directrice photo maintenant, est un geste qui a des conséquences multiples et sur lequel on peut s'interroger par de multiples biais pour savoir ce qu'on met en circulation dans notre espace public et visuel. Ensuite, nous aurons Véronique Clavier qui nous parlera de sa responsabilité à la photothèque de l'ORTF actuellement et de comment ce fonds vit à la fois comme archive et comme source de documentation pour les productions actuelles de l'INA. Et puis, on terminera avec l'expérience de Lise Thiano, qui est documentaliste écrit à l'Obs depuis plusieurs décennies et qui peut donc retracer par son parcours individuel des évolutions extrêmement importantes de ce métier. Et donc, Véronique comme Lise termineront aussi certainement sur ce qu'impliquent les concentrations d'entreprises désormais avec des services de documentation qui eux-mêmes se retrouvent, en tout cas, sont face à d'autres défis que ceux qui étaient les leurs au départ dans des entreprises peut-être plus circonscrites. Mais donc, pour commencer avec Ingrid Millot et Camille Pillas, Ingrid Millot, qui est iconographe indépendante depuis 15 ans, qui collabore aujourd'hui principalement dans le secteur de l'édition, après avoir été pendant plus de 10 ans rédactrice photo dans la presse quotidienne nationale. Elle a une formation d'histoire de l'art à l'Université du Mirail à Toulouse et au métier d'iconographe à l'EMI CFD. Et puis Camille Pillas, qui travaille en duo avec elle sur la revue La Déferlante, a elle une formation à l'école du Louvre, option histoire de la photo, et commence en 97 une carrière d'iconographe dans la presse, l'édition, longtemps membre active de l'Association nationale des iconographes. Elle cofonde en 2003 le JDL, un espace numérique de réflexion intermétier sur la responsabilité des utilisateurs et producteurs d'images. En 2009, elle devient responsable de la formation des iconographes à l'École des métiers et de l'information, l'EMI, fonction qu'elle occupera en parallèle de la direction adjointe de l'agence de photographie MIOP. Et en 2012, elle reprend en indépendante ses activités en narration visuelle pour la presse, je la cite, l'édition, les expositions, le web et la télévision. C'est peu dire que je suis ravie d'accueillir ces 4 femmes cet après-midi et de commencer par cette expérience éditoriale en photographie à la Déferlante. Merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey de ton invitation. Je crois que c'est moi qui vais commencer puisqu'on s'est un peu réparti les exemples avec Ingrid, mais peut-être que Ingrid, tu veux dire un mot aussi en amont. Oui, déjà bonjour à toutes et à tous et je voudrais effectivement remercier Audrey pour cette invitation ainsi que l'Institut et toute l'équipe qui organise et puis aussi merci beaucoup aux intervenants qui ont fait des super interventions ce matin qui vont nous permettre de pouvoir rebondir sur des choses également et notamment je pense à ce qu'a dit Olivier Lugon par rapport à l'absence et le manque de traces sur nos métiers qui sont des métiers de l'ombre effectivement. Et par exemple, moi, je n'aime pas tellement prendre la parole en public, mais je me rends compte que c'est effectivement aussi important, raison pour laquelle j'ai accepté de le faire très volontiers aujourd'hui. Voilà.
Et je renouvelle les remerciements. Je préciserai que je ne suis pas très à l'aise avec l'exercice et que ça va peut-être se sentir un petit peu au début. Voilà. Et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit ce matin, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, que j'ai trouvé intéressant, qui est un flou apparemment pour vous encore universitaire, sur l'appellation iconographe et sur sa géographie, on va dire. Et Audrey, tu l'as assez bien dit en faisant ma biographie. J'ai allé toucher à pas mal de choses. Et pour autant, si je suis très heureuse de pouvoir revendiquer le titre de directrice photo maintenant, de co-directrice photo avec Ingrid, parce que c'est une reconnaissance d'une responsabilité qu'on accorde rarement aux femmes, même quand elles l'ont de fait. Je revendique aussi le mot iconographe, particulièrement pour une raison qui n'a pas été évoquée ce matin, c'est pour son étymologie simplement, qui est iconographe, qui est écrire avec l'image, et qui nous différencie de la photographie, et qui parle bien de la notion de récit, d'assemblage et de toutes les interventions qui ont lieu avant nous et que nous mettons en forme au final pour raconter quelque chose. Et donc, je dois dire que ce mot qu'on ne trouve a priori qu'en France, hein, puisqu'en général, à l'étranger, c'est les termes anglais qui sont repris, qu'Olivier Lugon a cité ce matin, de picture editor ou researcher, suivant les strates dans le travail et suivant les lieux où ça a lieu. Enfin bref, donc iconographe est un métier qui peut dire ce qu'il est en fait. Et ça, je trouve ça assez intéressant. On est parti là aujourd'hui des différents exemples donc, du numéro 2 de la déferlante. Moi, je vais commencer par un article que vous voyez à l'écran qui est un article qui est consacré à un collectif militant. Ce qui est assez déjà particulier parce que l'objet de l'article n'est pas habituellement centre d'intérêt journalistique. Donc, c'est la première difficulté de cet exemple-là. Donc, c'est un petit collectif qui s'appelle Le Gras Politique, hein, qui a assez peu, du coup, d'images existantes. Et donc, quand il a fallu illustrer l'article, peut-être Ingrid, on peut passer... c'est Ingrid qui a la main sur les PDF, donc je vais lui donner des ordres, c'est moche. Mais bon. Et donc, il y avait une seule photo à trouver, et pour trouver cette image, déjà, se posait la question de savoir si on voulait représenter la notion de collectif ou si on incarnait ça par une personne ou pas. Donc, c'était déjà un premier choix qui était spécifique. Au départ, nous voulions plutôt l'idée du collectif. Or, la seule image disponible que nous avons trouvée a subi un rebondissement de dernière minute, hein, puisqu'au moment de récupérer la photo en haute définition pour qu'elle soit imprimable, elle était déjà maquettée, elle était déjà choisie par la rédaction et par nous. Et donc, au moment de récupérer la haute def, le photographe nous a envoyé une version qui était cadrée différemment et qui enlevait entre autres un personnage. Et donc, face à cette modification, on lui a fait remarquer, il nous a du coup renvoyé vers les gens photographiés pour leur demander l'autorisation de l'utiliser telle qu'elle était dans la première version. Et l'usage journalistique n'est pas de demander l'autorisation aux personnes photographiées, sauf quand c'est spécifiquement protégé par le droit, c'est-à-dire les comédiens et comédiennes, les mannequins et les sportifs sous contrat. Le reste du temps, on considère que l'acte journalistique nous autorise à porter un regard sur les gens sans les solliciter. C'est quelque chose qu'on peut interroger, mais en tout cas, c'est la pratique professionnelle. Et donc, on sentant qu'on n'aurait pas d'autre option, vu la rareté des images, nous avons demandé l'autorisation au collectif qui nous l'a malheureusement refusée. Sans nous expliquer pourquoi, voilà, poliment et gentiment, mais sans nous expliquer pourquoi, on a choisi de ne pas s'acharner là-dessus et d'essayer de trouver des solutions avec eux. Et parmi les solutions, il y avait du coup d'incarner une des porte-paroles du collectif. Or, déjà, en faisant ce choix-là, on angle différemment la façon dont on va utiliser l'image et comment on va rentrer dans le sujet. Hein. La photographie est utilisée surtout quand c'est la première image d'une séquence, elle est utilisée pour rentrer dans le texte et pour être associée en général au titre et créer
Alors, c'est un effet de séduction, je pense qu'il faut utiliser ce mot-là, qui est fait quand même pour inviter le lecteur à aller regarder le texte. Donc, ce par quoi on veut interpeller le lecteur fait partie de la ligne éditoriale. Et là, tout d'un coup, on a été obligé de modifier ce point de vue-là. Et nous avons donc été chercher des photos existantes de la représentante du collectif. Elle nous a elle-même répondu qu'en fait, il y en avait très peu parce que le sujet n'intéressait pas les photographes et la presse habituelle. Alors ça, c'est vraiment le genre de choses auxquelles on peut se confronter quand on est dans un journal qui prend des angles très différents. Et c'est le cas de La Déferlante, qui n'est pas un journal militant, mais qui est un journal engagé. Donc il y a une petite différence, mais de fait, les angles ne sont pas habituels. Et donc, face à cette impasse et cette non-existence de photographie, on y a réfléchi et on s'est dit, c'est justement l'occasion de produire une image qui va correspondre à ce qui n'existe pas pour qu'elle puisse exister après. Et entre autres, évidemment, l'argument qui nous avait été donné, c'est le sujet, c'est le fait que ce soit un collectif qui lutte contre la grossophobie et que, tel ça nous a été énoncé, les gros, c'est pas sexy, ça n'intéresse pas la presse. Voilà, ça c'est tel qu'on nous l'a dit, et je pense malheureusement que c'est assez juste. Voilà, donc face à ça, on se lance pour produire l'image, et là on s'est heurté à tout un tas d'autres difficultés qui sont, je pense, justement le manque d'habitude de la représentation des personnes qu'on voulait faire photographier, et donc une appréhension sur le regard qu'on va porter sur elles et sur la façon dont on va les représenter, plus d'autres embûches qui étaient réelles et qui ont fait que la production n'a pas pu avoir lieu. Du coup, nous avons été chercher une image existante qui avait été produite pour un autre journal, donc pour une autre ligne éditoriale, où elles étaient deux, mais les deux personnages étant cités dans le texte, ce n'était pas un souci. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une spécificité à La Déferlante, c'est qu'on a fait le choix parfaitement réfléchi de ne passer des commandes qu'à des femmes photographes. Ça, c'est lié à notre ligne éditoriale. Et là, on s'est retrouvé à devoir prendre une photo sans avoir le choix, pour le coup, d'un homme photographe, alors qu'on était prêt à produire une image. Donc, c'était un paradoxe. On se retrouve à faire le contraire de ce qu'on aurait voulu faire à cause de tous ces écueils. La raison pour laquelle je voulais vous montrer la photo aussi, c'est qu'elle est esthétiquement intéressante, qu'elle est tout à fait honorable et qu'on n'a absolument pas de souci à l'avoir utilisée, mais qu'elle pose aussi des problèmes de représentation du corps de la femme. Et que ça, c'est quelque chose que nous, on n'aurait pas fait si on avait eu le choix dans les images. Et entre autres, si vous regardez la personne qui est à gauche, vous pouvez voir qu'elle est dans une situation, une posture corporelle qui est extrêmement instable et qui en fait, n'est absolument pas naturelle. Et qui est un sentiment de gêne, et c'est quelque chose qu'on lui impose par la représentation, par la photographie. Et ça, c'est quelque chose contre lequel nous, on lutte, parce qu'entre obtenir un résultat qui soit esthétique et obtenir un résultat qui soit respectueux, il y a une différence. Alors, si je risque de me faire remonter les bretelles sérieusement si le photographe apprend ce que je viens de dire, j'en suis désolée et je serais ravie d'en discuter avec lui. Mais c'est vrai que voilà, cette photographie est un compromis et elle est le résultat d'une succession de compromis en réalité et de non-accès en fait, aussi bien à des photographies qu'à des personnes. Voilà, donc elle est la succession de choix. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous donner comme exemple avec cette photo-là. On va passer à un deuxième sujet qui, en fait, est l'ouverture du dossier qui a été faite par une illustratrice. Là, c'est une commande que nous lui avons passée. Là, c'est en tant qu'iconographe, on s'occupe aussi des illustrations. Ça n'est pas toujours le cas dans les journaux. Il se trouve qu'à La Déferlante, c'est le cas, même si c'est la directrice artistique ici qui a été l'interlocutrice de l'illustratrice. Donc, c'est notre dossier de couverture. Le sujet, vous le voyez en gros, c'était manger. C'était une image qui était composée en duo avec celle qui servait de couverture aussi.
et c'est une illustratrice qui travaille à partir de collages. Et donc, on n'a pas eu de croquis au départ, mais le premier rendu d'image a été fait avec des éléments posés, mais pas collés définitivement pour pouvoir être encore modifiés. Et donc, il y a toute une étape, enfin, il y a plusieurs étapes d'aller-retour sur cette image avant de voir ce résultat final. Alors, la raison pour laquelle on choisit une illustratrice comme on aurait voulu choisir une photographe avant, c'est pour produire des images qui correspondent spécifiquement à notre ligne et à ce qu'on veut dire. Ça, c'est la garantie de l'incarnation de la ligne du journal et pas de la ligne du journal d'à côté. Voilà. Parfois, une rencontre se fait entre une image déjà existante et nos intentions. Mais en l'occurrence, quand on a la possibilité de produire, c'est la certitude d'avoir un contenu qui est singulier, original et pertinent. Voilà. Donc, on a la chance de pouvoir le faire de façon régulière. C'est aussi du coup des images que l'on crée qui peuvent parfois avoir une autre vie derrière. Donc, c'est aussi une contribution à la circulation de nouvelles images et à d'autres utilisations ou à leur stockage dans un tiroir pendant des années aussi. Voilà, on ne peut pas savoir à l'avance. Et donc, sur cette commande, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le voyez, l'idée était de représenter le rapport des femmes à la nourriture, tout en déconstruisant les idées reçues qui sont liées à ça. Donc, entre autres, l'idée de la femme qui fait à manger, l'idée de la femme qui est au régime, l'idée de la femme qui est forcément mince même si elle mange quelque chose de bon. Voilà, il y avait toutes ces idées sous-jacentes dont on savait dès le départ qu'on ne voulait pas qu'elles soient dans l'image. Dans le brief, on avait aussi évoqué l'idée de la diversité des corps et des âges et des origines. Voilà, ça c'est quelque chose qui est dans tous nos briefs en fait. Mais la construction d'une image, ça ne se fait pas en 2 secondes et demie et ça demande parfois de faire des essais, des tests et ce genre de choses. Et en l'occurrence, des tests parfois simplement de composition, de couleur et d'équilibre de l'image qui ont fait que y a des personnages dans l'image qui ont été bougés, qui ont été diminués, agrandis ou ce genre de choses. Et puis, en temps normal, la validation de l'image va se faire entre quelqu'un du texte, quelqu'un de la photo et quelqu'un de la maquette. Grosso modo, c'est tripartite et les proportions le poids de chacun n'est pas le même suivant les titres. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui incarnent ces 3 pôles-là, mais leur responsabilité dans le choix final n'est pas toujours la même. Ici, on est dans des conditions de collaboration qui sont très ouvertes et donc c'est assez agréable parce qu'on s'écoute les uns et les autres. Et donc là, l'image intermédiaire de l'illustratrice a été postée dans un de nos outils de collaboration collective pour un retour dans lequel tout le monde n'était pas dans la boucle d'ailleurs. Et donc, on a fait modifier un certain nombre de choses. Donc, par exemple, ont été rajoutées assez rapidement des femmes avec des corps plus ronds. S'en est suivi une modification parce que la femme qui était ronde, elle, avait une attitude qui était vraiment une référence à l'orgasme avec la nourriture. Or, en faisant ça, tout d'un coup, on avait une diversité des corps, mais on créait un nouveau stéréotype. En réalité, on répondait à un nouveau principe visuel qui circule. Donc, il a fallu déconstruire ça. Ensuite, on a rajouté une personne handicapée, puisqu'on aussi dans la démarche d'inclusivité qu'on a, il y a la question du validisme ou pas, du regard sur des valides ou pas. Voilà, donc ça a été rajouté. Et puis, on avait ce personnage qui est à gauche. Alors, du coup, voilà, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche d'Ingrid. À côté du hamburger, il y a une femme noire qui est derrière, qui est assez joyeuse. Alors là, on ne voit pas telle qu'elle est positionnée, mais en fait, elle est en maillot de bain. Et cette image-là avait été postée au premier plan, en fait, sortant d'une tartelette, donc sortant d'un gâteau.
Et on en était déjà à 3 ou 4 allers-retours avec l'illustratrice. Et donc, plus on est le nez dans l'image et moins on voit ce qui survient de nouveau comme problème dans l'image. Et donc, à ce moment-là, Ingrid, qui normalement ne travaillait pas sur cette page-là, a été sollicitée, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais elle a eu l'occasion de la regarder à ce moment-là. Et fort heureusement, elle est arrivée avec son regard neuf qui a permis de dire, mais attendez, là, on est encore en train de créer un truc qui est assez énorme, c'est-à-dire qu'on ferait un double stéréotype qui était à la fois la référence à la femme qui sort du gâteau. Alors, vous connaissez tous les Lucky Luke et cette image de la playmate qui sort du gâteau, donc de la femme objet, vraiment. Et en même temps, en plus, on faisait aussi une référence à l'instrumentalisation du corps des femmes esclaves. Donc, il y avait aussi ce rapport-là qui surgissait. Et donc, et là, je dirais qu'en fait, ce qui a été très utile et très singulier, c'est que notre mode de décision collectif, même s'il est très lourd et qu'il fait qu'on passe beaucoup plus de temps qu'une autre rédaction à valider des images, a permis d'enlever un certain nombre d'écueils dans nos représentations, qui sont en général des impensés dans les rédactions. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces questions-là, en réalité, qu'on soit féministe ou pas, on devrait se les poser, quoi qu'il arrive. Et malheureusement, hors du cadre du journal engagé sur cette thématique-là, la question est très rarement posée. Alors, justement, pour parler de la responsabilité des iconographes et de la discrétion, on va dire, par rapport à ce métier, je pense qu'en fait, on est extrêmement nombreuses en tant qu'icono à faire le boulot sans le dire. C'est-à-dire qu'on va choisir déjà des images en espérant qu'elles ne vont pas poser ces problèmes-là. Et on va essayer de faire choisir celles qui ne posent pas de problème. De même que sur la diversité, est-ce qu'on veut plus de femmes, est-ce qu'on veut plus de jeunes, est-ce qu'on veut plus de vieux, ce genre de choses. C'est souvent nous qui allons nous dire, attends, là, sur celle-ci, j'ai mis déjà 3 mecs, là, je vais peut-être mettre une photo avec une femme, ou là, je vais mettre une photo avec une personne âgée parce que le sujet le permet sans problème. Et ça, on ne va pas forcément le formuler. Mais comme on ne le formule pas, la question n'est pas posée non plus dans l'espace de la rédaction. Et dans le choix de l'image. Mais c'est un rôle clairement de l'iconographe qui est non formulé et qui est présent en permanence. Voilà, je pense que je n'oublie rien sur cette image-là. Donc, en tout cas, les modes de décision alternatifs peuvent créer aussi d'autres images. Et c'est ça qui est assez intéressant dans notre rédaction à nous aujourd'hui, comme expérience. Et je vais passer la main à Ingrid pour les exemples suivants. Oui, bah alors c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une grosse particularité pour un journal comme La Déferlante. Moi, je ne travaille pas que pour La Déferlante, et Camille non plus. Et c'est vrai que c'est aussi, là, ce qu'on vous présente, c'est aussi une démarche particulière à laquelle, en tout cas, moi, je ne suis pas habituée. C'est-à-dire, autant ces sujets-là m'intéressent, mais habituellement, les clients pour lesquels je travaille ne s'y intéressent pas forcément, ne sont pas forcément demandeurs. Quand on suggère des choses, elles peuvent être prises en compte ou pas. Mais là, en tout cas, c'est expressément demandé, ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une volonté de la part de la rédaction de dire comment visuellement on peut faire en sorte de ne pas reproduire des stéréotypes, d'essayer de penser les impensés. Donc, après, on sait très bien que des stéréotypes, on en reproduit tout le temps, c'est le principe du stéréotype. Même si on essaye de faire un effort, on reste, voilà, de toute façon, on en reproduira, même si, quand bien même on essaye de les limiter. Donc, Camille vient de présenter 2 dossiers un peu particuliers où il y avait vraiment un effort, on va dire, à faire qui était dans le sens de penser les choses avec un point de vue féministe et inclusif. Là, par exemple, moi, j'ai travaillé sur un dossier sur Marielle Franco au Brésil, qui est plus en mode reportage. Marielle Franco, c'est une politicienne brésilienne militante qui a été assassinée en 2017. Et donc, qui a laissé un héritage assez fort auprès des gens défavorisés, des personnes transsexuelles, transgenres. Donc, c'est quelqu'un de très important et aujourd'hui qui a un héritage politique fort puisqu'il y a beaucoup de gens qui se présentent avec en bagage son héritage. Donc, l'idée, c'était
les deux journalistes ont travaillé effectivement sur cet héritage. Donc là, pour le coup, ça s'est mené de façon beaucoup plus classique. On va dire, on ne pouvait pas envoyer quelqu'un sur place, ça aurait coûté beaucoup trop cher. Est-ce que ça aurait été intéressant de suivre pendant 15 jours les journalistes, qui allaient rencontrer des personnes à des endroits différents? Enfin, là, après, il y a une question de moyens qui fait qu'en fait, là, finalement, disons que c'est un sujet effectivement qui ne serait pas forcément abordé dans d'autres médias, mais en tout cas, ou pas sous cet angle en tout cas, mais qui n'est pas visuellement, il n'y a pas forcément une marque très forte. Ça reste un sujet classique et je l'aurais traité à peu près de la même façon si j'avais travaillé pour un autre support. Alors après, donc c'était l'occasion de vous montrer, parce que c'est assez justement dans ce journal-là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment chaque dossier fait l'objet d'un questionnement, comment on va le traiter, effectivement aussi en fonction des budgets, mais aussi en fonction de qu'est-ce que nous on veut apporter visuellement. Donc là, on est sur un autre dossier, qui est le dossier Monique Wittig, qui est donc une figure très importante du féminisme, qui a laissé des écrits importants. Et donc là, c'était un sujet beaucoup plus complexe, parce qu'il y a plusieurs pages, comme je vais vous le montrer. Donc, il fallait montrer en même temps son portrait et ce qu'elle a fait au cours de sa vie, voilà, ses faits d'armes. Et en sachant que bon, il y a très peu d'images d'elle en agence. Il y a toujours un peu les mêmes photos à l'époque où justement elle était un peu, comment dire, elle était jeune, elle n'était pas encore complètement dans l'affirmation de son féminisme, ou en tout cas il était débutant, donc je veux dire même physiquement ça se ressent. Elle était encore habillée comme une jeune fille, alors qu'après elle a vraiment changé même son look, voilà, donc ça c'était pas encore visible sur les photos que je trouvais en agence. Et en fait, il y en avait très peu. Visuellement, c'était assez pauvre. Donc, en fait, là, pour le coup, pour apporter quelque chose au sujet, il a fallu faire appel aux sources militantes et aux ayants droit. Donc ça, c'était très intéressant parce que du coup, les militantes, comment dire, je ne veux pas dire que les agences ne connaissent pas les sujets, mais une militante qui a pris une photo, elle sait vraiment exactement de quoi il s'agit. Donc en fait, quand on reçoit une photo, on reçoit toute l'histoire qui va avec. Et du coup, ça a vraiment, je vais passer le dossier pour que vous puissiez le voir. Par exemple, là, la photo qu'on voit en bas de la page 60, c'est une photo de Martine Laroche, qui est une militante justement, qui a documenté tout le mouvement lesbien pendant la période des années 70-80. Donc, en fait, elle m'a fourni deux photos, celle qu'on voit en bas de la page 60, qui est la première manif lesbienne à Paris. Donc ça, c'est important parce que, par exemple, ça, c'est le genre de document qu'on ne trouve absolument pas en agence. Ce genre de manifestation n'a pas du tout été suivi. Donc, en fait, les documents les plus importants, ils viennent, voilà, là c'est toujours Martine Laroche. Et alors ça, c'est très intéressant parce que, en fait, il y avait quand même l'envie d'essayer de renouveler l'image qui est quand même souvent égratignée dans les médias des lesbiennes. Et donc, moi, j'essayais d'échanger, quand j'échangeais avec les militantes, de leur demander, ou avec en tout cas les différentes interlocutrices, de leur dire que ça serait quand même bien qu'on ait quelque chose voilà, de joyeux, de souriant, d'agréable. Et là, franchement, Martine Laroche a envoyé cette photo qui, moi, en tout cas, je l'ai reçue comme un véritable cadeau, quoi, parce que du coup, ça casse complètement l'image qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est ça aussi, je pense, le rôle d'un journal féministe, effectivement, c'est d'essayer d'aller chercher des choses qui ne sont pas les choses qu'on voit habituellement, qui nous font repenser aussi l'image qu'on a des personnes. Donc, en tout cas, ça, c'était très intéressant. Et alors, la complexité qui a été introduite là-dedans, c'est que Monique Wittig elle-même avait un contrôle très important sur son image. Toute sa vie, elle contrôlait, elle disait non, ça, je ne veux pas que ça sorte. Et c'est quelqu'un que enfin, en tout cas, comment dire, ce qu'elle a demandé est absolument respecté. C'est-à-dire, elle est morte maintenant il y a quand même assez longtemps. Et moi, des fois, j'ai essayé de dire aux ayants droit, mais quand même, peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez reconsidérer cet héritage et vous sentir un peu plus libre pour qu'il y ait plus de documents qui circulent, en fait, vraiment dans une idée d'apporter des éléments nouveaux. Et en fait, ça, vraiment, c'est complètement verrouillé. Donc, si j'en parle, c'est aussi que des fois, il y a des documents qui existent,
Mais par exemple, on n'y a pas accès parce que c'est verrouillé. Donc, je pense que peut-être dans 30 ans, on aura peut-être d'autres photos de Monique Wittig dans d'autres circonstances et qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment un dossier complètement passionnant à mener. Et donc, par exemple, le prochain numéro, donc là, en tout cas, dans tout le dossier, il n'y a aucune photo d'agence. Et c'est vraiment pas que j'ai pas voulu aller en agence, mais c'est que toutes les photos, ça, c'est la première, donc c'est la compagne de Monique Wittig, qui est elle-même militante féministe, Sandy Zweig, qui me l'a fournie. Donc, c'est une photo, par exemple, dont on ne connaît pas la paternité ou la maternité, c'est-à-dire qu'elle a été prise en 64, c'est tout ce qu'on sait, au moment où Monique Wittig a écrit, enfin, a publié Le Poponax. Mais par exemple, il y a 3 photos de cette série. Moi, j'ai pu voir les 3. Vous avez peut-être déjà vu parce qu'elles sont utilisées par les éditions de Minuit. Mais par exemple, ça, on ne connaît pas l'auteur ou l'autrice de la photographie. Et après, donc, comme je vous disais, ce n'est que des photos de militantes. Donc, voilà, ce n'était pas un choix au départ, mais le sujet amené là-dessus. Là, le prochain numéro historique, avec une figure importante du féminisme, ça sera consacré à Virginia Woolf. Et c'est pareil, on essaye de renouveler l'image parce que on s'est rendu compte que, enfin moi je l'ai appris par l'autrice, que la figure un peu dépressive qu'on nous présentait tout le temps de Virginia Woolf n'était vraiment qu'une partie de la personnalité de Virginia Woolf, qui était apparemment bien plus riche que ça, qui avait un spectre beaucoup plus large que celui auquel on l'a souvent réduite. Et donc, moi, par exemple, j'ai commencé une recherche et évidemment, les premières photos qu'on trouve sont toujours celles qui ont été faites à l'époque victorienne où elle a l'air assez triste, mélancolique. Mais finalement, en cherchant un peu plus loin, elle a été photographiée par d'autres personnes. Et Virginia Woolf pouvait vraiment rigoler franchement. Et ça fait plaisir de savoir. Et je suis contente de me dire que en fait, voilà, ce genre de revue permet aussi, nous donne le temps d'aller faire d'autres propositions que celles que habituellement, moi j'ai travaillé longtemps dans la presse quotidienne, on ne peut pas passer 4 ou 5 heures ou voire une journée ou deux sur ce genre de recherche. En fait, il faut que ça envoie. Et là, moi j'avoue, je suis ça, c'est un vrai plaisir aussi. On se rend compte en fait aussi que pour déconstruire des images existantes, il faut du temps en fait. Il n'y a pas de secret. Le temps, il faut réfléchir et puis il faut aussi du temps. Voilà. Donc, je vais passer alors à un autre sujet qui a posé d'autres questions. Là, c'est une rubrique, le Cold Case, qui revenait donc sur l'affaire de la sortie du film Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity en 2000. Et donc, ce film, il a été l'objet d'une polémique à sa sortie. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et en fait, il a été finalement classé X, quasiment contre le gré des réalisatrices. En fait, en tout cas, il y a toute une polémique et c'était une affaire assez complexe. Mais du coup, là, moi, je me suis confrontée, au-delà du sens, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'était pas évident de savoir quoi mettre, mais de toute façon, j'ai été confrontée au fait qu'il y a très peu d'images, puisque Baise-moi est sorti en 2000. Et en fait, ça, c'est vraiment, on se trouve complètement à la période de la transition avec le numérique, où donc les photos, là, les 3 photos qui sont utilisées, elles viennent de l'AFP, c'est des photos de Martin Bureau. Elles étaient en très mauvaise définition, il n'y avait quasiment rien d'autre, il y avait peut-être 2 ou 3 autres photos. J'ai essayé de tous les côtés, j'ai contacté Libération parce que c'était ceux qui avaient suivi le plus cette affaire. J'ai contacté à peu près tous les gens qui avaient été proches de cette affaire. Et en réalité, les fichiers, personne ne sait où ils sont. Et c'est vrai que ça, c'est une période où, quand on est iconographe, on sait que c'est une période toujours compliquée parce que c'est le début du numérique. Donc, si les photos ont été prises en numérique, la qualité à l'époque, elle était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas encore très bien stocker les fichiers, où il y a eu au moment de changement de serveur des pertes, au début en tout cas, qui étaient assez importantes. Et par ailleurs, pour ceux qui travaillaient encore en argentique, il y a tout ce qui n'a pas été numérisé non plus. Donc, c'est une période toujours un petit peu difficile pour trouver des images. Donc, voilà, moi, on a eu envie de présenter ça pour dire que dans,
dans comment on travaille, il y a nos envies, ce qu'on a envie de montrer, et après, on est complètement dépendant pour certains sujets aussi de ce qui existe, il faut faire avec. Et après, bon, moi, c'est ce que je trouve passionnant, c'est de devoir aussi s'adapter constamment. Mais en tout cas, je dis ça parce que j'ai déjà vu des personnes essayer de tout analyser à ce qu'elles voyaient dans une revue et de toujours chercher une intention. Or, des fois, il n'y a pas... Évidemment, on fait quand même un choix, mais ce que je veux dire, ce n'est pas forcément l'intention initiale. Enfin, on fait aussi des choix par défaut avec ce qui est existant ou ce qu'on peut faire dans un temps réduit, quoi. Voilà. Donc, j'espère que je ne sais pas du tout si je suis dans les temps qui étaient impartis ou si je n'ai pas franchement idée. Audrey. Si, vous êtes tout à fait dans les temps et il y a déjà plusieurs questions. Ah oui. Et puis, il y a d'autres choses aussi sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne, c'est-à-dire ces autres points où se joue aussi la ligne éditoriale du journal, notamment la question des commandes et à qui on commande. Et puis, une question que Camille Pillas aussi a largement formulée dans le texte de Nine Live d'il y a 2 jours, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la beauté? Est-ce qu'on peut rediscuter de la beauté des attentes des lecteurs, lectrices face à une telle revue? Est-ce que c'est un enjeu commun? Et donc voilà, ça serait peut-être une autre partie du débat. Mais avant de revenir sur ça, je vous pose les quelques questions qui ont été déjà qui ont surgi à la faveur de ces études de cas. Alors, une des questions, c'est Lise Thiano, qui elle-même cherche beaucoup, demande de combien de temps vous disposez pour chercher, parce qu'on voit bien que pour arriver à ce degré de nuance... Camille a déjà répondu. Non, Ingrid a déjà répondu en partie à ma question. Ouais. En fait, cette revue, elle a le temps. C'est un trimestriel déjà, donc le temps n'est pas le même pour tous les articles parce que ça dépend quand est-ce qu'ils arrivent et où est-ce qu'on en est. Même parfois, la nécessité d'une photo ressurgit au dernier moment alors qu'en fait, on travaille dessus depuis longtemps. Mais ça n'a rien à voir avec le temps d'un quotidien ou d'un hebdomadaire. Ça, c'est une certitude, ouais. Ensuite, il y avait une... Tu veux répondre, Ingrid ? Oui, puis après, par rapport à ça aussi, par exemple, c'est vrai qu'on a décidé, par exemple, parce que les questions budgétaires, on ne peut pas elles font partie du temps, effectivement, qu'on passe à faire des choses aussi. Et par exemple, il est convenu que, par exemple, il vaut mieux pas... On préfère ne pas illustrer quelque chose, ne pas mettre de photos, ne mettre rien, que faire pour le coup, que mettre quelque chose qu'on estime qui ne conviendrait pas du tout, quoi. Ça c'est intéressant parce que... voilà, là, vraiment, c'est une décision qui est prise avec toutes les personnes de la revue, quoi. Donc, et avec une maquette qui le permet, en plus. Voilà. Là, une maquette qui permet d'avoir des pages sans images, mais qui soient des pages qui se tiennent en termes de sens. Et du coup, c'est vraiment une décision collective, ouais. Alors ensuite, il y a des questions sur les sources que vous utilisez. Pierre-Michel demande quelles sont vos sources, bases de données ou fonds privilégiés sur les images ou les graphistes pour les illustrations que vous cherchez. Alors, on est contre les privilèges, je suis désolée, mais voilà, c'est ça la réponse. On n'a pas, vraiment, on n'a pas de source privilégiée puisque justement chaque article est une enquête, quoi. Enfin, c'est d'autant plus si on veut sortir des idées reçues. Donc, ça veut dire qu'on travaille aussi bien avec des agences qu'avec des photographes indépendants, qu'avec des fonds d'archives universitaires, qu'avec des gens à l'étranger ou en France, qu'avec des ayants droit et avec les illustrateurs et les illustratrices. Ça, ce sont des choix qu'on fait nous par rapport à des styles et des envies ou ce genre de choses. Sont voilà. Et des possibilités d'incarner les idées qu'on veut faire passer en illustration, c'est très important, quoi. C'est avec la capacité à rendre les choses. Donc en fait, notre métier, c'est pas d'avoir des sources, c'est de savoir trouver la bonne source au bon moment. Et donc, on renouvelle nos sources en permanence en réalité. Donc, moi, en tant que formatrice à l'EMI-CFD, par exemple, j'ai appris à mes étudiants à ne pas avoir des sources ou à ne pas récupérer des sources, mais à chercher des sources.
Puis, on a l'avantage qu'effectivement, en tant que trimestriel, on n'aura jamais des tarifs avec des agences. Enfin, comment dire, il y a des journaux aussi qui travaillent. Enfin, moi, j'ai travaillé dans des journaux où en fait, on a des, comment dire, des sortes de forfaits avec des agences qui poussent, on va dire, les iconographes à aller plus vers travailler avec ces agences-là. Là, c'est pas le cas parce que en tout, il y a peut-être 50 visuels. Tous les trimestres, donc de toute façon, on n'arrivera jamais, et c'est pas du tout un but, mais de toute façon, on pourrait pas se retrouver dans le cadre de certains journaux qui voient leurs sources limitées pour des questions budgétaires et de forfait, on va dire, voilà. Donc on en profite. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est très bien comme ça. Patrick Pécade vous demande, quand vous avez, pour revenir sur l'image, l'illustration de collage, vous avez parlé de recirculation ou de mettre en circulation de nouvelles propositions d'images. Est-ce que cela signifie que vous agissez comme agence photo? Alors, pas du tout. En tout cas, la question ne s'est pas posée pour l'instant. Mais pour moi, je considère qu'à partir du moment où on produit une image, de toute manière, la revue n'en est pas propriétaire. Ce sont les auteurs de l'image qui en sont propriétaires. Après, il y a des... On se met d'accord sur les usages qui fait que la photo ne peut pas circuler pendant le temps de la diffusion de la revue. Mais à part ça, ce sont les photographes et les illustratrices qui sont propriétaires de leurs images. Et donc, ces photos et ces images peuvent recirculer derrière. Quoi qu'il arrive, dès lors qu'elles existent, pour moi, c'est possible. Donc, j'en parlais plutôt dans ce contexte-là, mais a priori, pour l'instant, non, on n'est pas en train de monter l'agence photo de la déferlante. Et Lucie demandait pour cette même illustration si ce sont des images de microstock qui ont été utilisées pour la construire. Alors, c'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée, comme diraient certains. Non, en fait, là, en l'occurrence, avec cette illustratrice-là, c'est le choix des images qui composent son image finale ne passe pas par notre intermédiaire. Donc, je ne connais absolument pas toutes ces sources. La seule chose qu'on a été vérifiée et qui était une préoccupation, c'est de savoir si elle était bien au fait des droits à l'image et des droits des images, pour savoir comment utiliser les photos et où les prendre sans avoir de problème derrière avec les auteurs des photos utilisées ou avec les personnes représentées. Et après, alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser par le chat ou en direct. Sinon, moi j'ai deux questions juste par rapport à cette image d'ouverture du dossier. Dans le premier numéro, c'est la même illustratrice qui propose. Et donc ça, c'est quelque chose qui est voué à se répéter comme une identité de ce dossier ou pas forcément? Alors, c'est un choix qu'on a fait pour installer l'identité graphique de la revue pour les 4 premiers numéros. En fait, c'est par an. On a décidé pour l'instant que c'était pour cette année. C'est Nadia Disgrana l'illustratrice qui va faire et la couve et l'ouverture du dossier, ce qui permet d'installer, que les gens se reconnaissent la revue rapidement. Mais on ne sait pas encore comment ça va être pour l'année prochaine. Probablement, ce sera une autre collaboration. Et donc, moi, j'aurais encore deux choses aussi. C'est donc paradoxalement, Ingrid a conclu en disant que vous avez montré combien il y a des intentions iconographiques qui se jouent à plein d'endroits dans les choix que vous proposez, dans un contexte éditorial engagé et clair sur son positionnement ici féministe. Et en même temps, tu as conclu en disant que tout n'était pas signifiant. Et qu'il y avait des choix qui étaient des non-choix et des choix qui n'étaient pas des choix du tout. On comprend bien comment toutes ces choses-là s'articulent paradoxalement et comment elles vont se multiplier donc dans des contextes peut-être des contextes de quotidien où le rythme de travail n'est pas le même. Et donc moi je postulais notamment avec votre intervention qu'elle pouvait montrer ce qui est en jeu régulièrement de façon un peu pragmatique et automatique sur le quotidien. Est-ce que tu penses que du coup c'est une extrapolation et qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui relèvent d'une forme de hasard ou de multiplicité de contraintes dont il est difficile de tirer une signification ou pas? Non, mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que je me suis mal exprimée tout à l'heure quand je veux dire, il y a toujours une intention, ça c'est sûr.
Après, c'est juste que, par exemple, ce qu'on montrait tout à l'heure, là, cette photo-là, par exemple, oui, on a l'intention de présenter ces personnes, on aurait aimé les présenter différemment. Et après, par exemple, si la photo avait vraiment, comment dire, si elle nous avait trop dérangé, si on avait considéré qu'on ne pouvait pas la mettre, on ne l'aurait pas mise. Mais ce que je veux dire, c'est que choisir cette photo, effectivement, il faut quand même. Enfin, par exemple, certains pourraient voir l'intention de vouloir faire travailler un photographe homme, par exemple. Or, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, en tout cas, c'est là que je veux dire, il ne faut pas toujours voir des intentions dans les choix, en fait. C'est que des fois, c'est de A à Z, il y a vraiment tout a été voulu et désiré comme ça. Et parfois, c'est quand même... ça reste des choix, mais qui sont des choix par défaut. Je suis désolée, parce que j'ai l'impression de... Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est très clair, mais de toute façon, c'est un peu un nid de contradiction. Donc, et en quotidien, en tout cas, moi, j'ai travaillé longtemps, c'est complètement différent parce que il y a une intentionnalité pareille, mais par exemple, si je prends un exemple, bon, moi, j'ai suivi beaucoup des luttes, je suivais l'économie et le social, et bon, je travaillais à l'Humanité, donc c'est un journal effectivement qui suit énormément les luttes, donc des fois, pendant 15 jours, il y avait tous les jours, on suivait le même piquet de grève ou quelque chose comme ça. C'est qu'en fait, juste là, l'intention, c'est de ne pas montrer le même angle que la veille, c'est de se dire qu'il faut raconter autre chose. Enfin, des fois aussi, c'est juste... donc là, ce n'est pas du tout les mêmes questions. Là, c'est un trimestriel, on fait un dossier, et ce dossier, probablement, un sujet, on ne reviendra pas dessus. Voilà, on ne va pas en reparler. Donc, en fait, les intentions ne sont pas les mêmes non plus. Si on sait qu'on a X jours pour se développer, on va dire un quotidien, ça va être plus superficiel qu'un dossier, on va dire sur une page. Mais par contre, tous les jours, on peut y revenir et à la fin, trouver une articulation. C'est en plusieurs mouvements, quoi, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, en quotidien, c'est pareil. L'intention, elle n'est pas sur un jour, elle est sur X jours, en fait, pour beaucoup de sujets. Enfin, donc, c'est pas... Mais des fois, c'est aussi pareil, c'est par défaut, ça arrive aussi, enfin, c'est normal. Et d'ailleurs, ça me rappelle, il y a quand même ce truc qu'on dit souvent dans la presse, quand on est en quotidien, le journal, il termine pour éplucher les patates. Hein. Et donc, la durée de vie d'une image n'est pas la même non plus. Ça n'est pas dévalorisant non plus, mais c'est simplement qu'effectivement, l'installation des stéréotypes ou des idées ou ce genre de choses n'est pas du tout la même. Quoi. La Déferlante, c'est une revue avec un dos carré qui est vendu en librairie et qui ne va pas être lu en quelques heures. Et donc, du coup, elle a aussi une probable durée de circulation qui est beaucoup plus importante que le quotidien. On se rapproche beaucoup plus de la temporalité du livre. Et on se souvient tous de l'image qu'on a eue dans nos livres scolaires quand on était petit, d'histoire ou ce genre de choses, ou éventuellement de la couverture d'un livre de poche qu'on a lu dans l'enfance. Ça, ce sont les images qui nous accompagnent. Celles des quotidiens, elles ne nous accompagnent que par l'accumulation, en fait. Ou par le choc parfois aussi, hein, ça arrive qu'il y ait des images tout d'un coup iconiques sur un événement majeur, mais voilà, la prégnance n'est pas la même. Alors, il y a Olivier Lugon qui demande à qui revient la responsabilité de la légende. Est-ce que c'est à l'auteur ou le photographe, la rédaction, l'iconographe, l'autrice? Alors, bon, c'est en train d'évoluer, en fait, justement, cette question-là, parce que ce n'était pas évident. Effectivement, par exemple, là, on est plusieurs à travailler. Moi, par exemple, nous, on n'écrit pas les légendes. Cela dit, ça a pu arriver. Camille, elle s'est occupée d'une légende pour un sujet bien particulier. Mais par exemple, on les valide. Enfin, c'est-à-dire qu'une image ne partira pas si on a... Enfin, un PDF ne sera pas envoyé au BAT si on n'a pas validé. Donc, pour l'instant, c'était un mélange entre les secrétaires de rédaction et les fondatrices qui sont les chefs d'édition, si j'ose dire. Alors, bon, les rôles ne se distribuent pas tout à fait comme dans un journal habituel, mais en tout cas, comme les légendes sont très éditorialisées, on a conclu que c'était quand même mieux que ce soit l'éditeur des pages qui soit en charge de la rédaction des légendes. Voilà. Et je vais rebondir quand même, Ingrid, parce que sur la question de la responsabilité, il n'y a pas juste le fait d'être la personne qui l'écrit, il y a aussi la responsabilité légale. Et la responsabilité légale, en fait, et ça c'est important parce que souvent ils ne le savent pas, mais elle incombe au producteur de l'image. C'est-à-dire que c'est au photographe, normalement, de fournir la légende de façon factuelle, en tout cas, c'est-à-dire la date, l'événement et qui est dans l'image.
Voilà. Et donc, nous, au départ, ce qu'on transmet comme information, c'est celle-ci. Et effectivement, comme on a la chance d'être dans un cadre où c'est éditorialisé, et qu'en plus de ça, je pense qu'Ingrid et moi, on est aussi sensibles à ça. Donc, dans nos choix d'images, on est très sensible aux échos avec le texte et aux exergues et ce genre de choses. Donc, on sait tout de suite à quoi le raccrocher dans une image. Et donc, du coup, là, il y a vraiment cette collaboration qui s'est mise en place avec les éditrices pour qu'elles rédigent des légendes plus conséquentes. Oui, alors moi, ce serait peut-être ma dernière question. Je ne sais pas s'il y en a encore par ailleurs parmi les personnes qui nous écoutent, mais et ça permet de rebondir à la fois sur ce que Camille Pillas disait tout à l'heure sur ces images qu'on garde en mémoire, comme des couvertures de livres d'enfants, les premiers tableaux qu'on découvre sur des boîtes d'allumettes, etc., et qui font aussi écho à ce que Olivier Lugon discutait ce matin sur à qui écrit l'histoire de l'art et quelles images circulent et où elles circulent. Et donc, effectivement, dans ce que vous racontez, on voit bien que du côté de l'iconographe qui fait des choix, il s'agit aussi de très bien connaître des iconographies qui sont souvent porteuses de stéréotypes, mais donc d'avoir une culture visuelle extrêmement diverse. Enfin, tout à l'heure, vous avez mentionné deux iconographies très connues. Est-ce qu'elles sont très connues effectivement de tout le monde ou est-ce qu'elles sont déjà très formatées ou est-ce que c'est justement, et c'est vous avec votre rapport professionnel qui êtes capable de les identifier très vite pour éviter de les répliquer quand elles sont problématiques ou au contraire pour les discuter, sachant que dans ces iconographies, il y a aussi toutes celles qui ne font pas partie de l'histoire de l'art. Enfin, voilà, avec cette inclusion un peu bancale parfois, on va dire. Et en fait, ce que peut-être, pour vous aider à répondre à ça, c'est aussi, vous formulez beaucoup un travail collectif. C'est-à-dire, on sent un peu cet effet de référents, de professionnels qui prennent en charge une part très spécifique, mais en même temps qui la mettent à l'épreuve de regard et de compétences, justement, notamment sur certains sujets qui sont nécessaires pour éviter de tomber dans ce qu'on est en train d'essayer de discuter, quoi. Alors, moi, je voudrais dire que, par exemple, la culture visuelle, pour moi, elle m'apporte beaucoup, effectivement, mais par exemple, c'est beaucoup les lectures, en fait, moi, qui me font réfléchir aux images. Mais vraiment, par exemple, je vais citer Beauté fatale de Mona Chollet, puisque c'est une référence dans le domaine, mais je pense que lire ce genre de livre, quand on veut penser une iconographie qui sort des stéréotypes pour représenter les femmes, ben, par exemple, ça c'est très important. Et ça apporte tout autant, enfin, évidemment c'est important d'avoir une culture visuelle, mais je pense, en tout cas, moi je me nourris aussi beaucoup de lectures qui me font réfléchir. Et après, je pense qu'il faut se fier à ses intuitions. Par exemple, je vais revenir sur le dossier quand Camille a dit que j'étais intervenue par rapport à la femme noire qui était au centre. Elle m'a dérangée et sur le coup, je n'ai pas su pourquoi. Et en fait, je me suis dit, si ça me dérange, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, j'ai gratté parce que je me suis dit, il faut trouver ce qui me dérange pour pouvoir l'exprimer, pour que ce soit compréhensible par d'autres et que potentiellement, du coup, on puisse changer les choses. Après, ça fait des débats aussi, hein, parce que ce que une personne voit, l'autre ne voit pas forcément. C'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas considérer, on n'est pas tous au même endroit, on n'est pas tous gênés par les mêmes choses. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas en fait. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le problème qu'il n'y en a pas un. Et peut-être que moi-même, je suis en train d'en créer, que je les verrai dans un an, mais que là, je ne les vois pas. Mais c'est d'accepter cette zone un peu molle, mais en fait, de l'accueillir, on va dire, à bras ouverts. Ce n'est pas toujours facile, mais voilà, je ne sais pas. Oui, parce que moi, je pense que c'est plein de paradoxes, cette question de la référence aux images, de la culture visuelle ou pas. Parce que je pense que
avoir aussi une trop grande culture visuelle, par exemple, ou journalistique même, d'ailleurs, c'est pareil, nous empêche parfois d'utiliser des images parce qu'on pense qu'on les a déjà trop vues, qu'elles sont trop connues, ce genre de choses. Or, le lecteur n'a absolument pas ce rapport-là aux images. Et donc, nos regards d'experts, parfois, peuvent être aussi sclérosants, en fait, à l'inverse, quoi. Mais en même temps, avoir une culture pas uniquement visuelle, comme vient très justement de le dire Ingrid, mais forcément visuelle aussi, est absolument nécessaire pour pouvoir mettre des mots sur nos décisions, pour convaincre, pour expliquer ou pour décrypter. Voilà. Et ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de pouvoir, quand on utilise l'image de la fille qui sort du gâteau dans Lucky Luke ou les images des coloniales de mise en scène des femmes dans les colonies, forcément, c'est beaucoup plus facile de faire comprendre cette idée-là. Et tout de suite, en face, les personnes qui ne l'avaient pas vue vont pouvoir se raccrocher à quelque chose qui fait référence pour eux, quoi. Donc voilà, je pense que c'est plutôt en ce sens-là que c'est nécessaire. Mais après, c'est ce que je dis dans le papier que j'écris pour Nine Lives, effectivement, en début de semaine, c'est pas une finalité, tout ça. C'est un chemin et c'est une sensibilisation. Voilà. Moi, il y a une citation de Molinage que j'adore, qui est que l'analphabète de demain ne sera pas celui qui ne sait pas lire, mais celui qui ne sait pas lire les images. Et je pense que c'est exactement ça. Enfin, là, plus que jamais, la question, c'est simplement d'inviter en permanence les gens à ne pas recevoir une image de façon béate, quoi, ou comme quelque chose comme acquis, en tout cas, quoi. En tout cas, le travail de déconstruction, si on le fait, c'est qu'on sait bien qu'elles agissent, à quel point elles agissent sur nous, et là, pour le coup, sur nous les femmes, mais de façon un peu toxique quand même, on peut dire les choses. Donc, du coup, ça donne envie, effectivement, de faire cet effort, parce que c'est un effort, en fait, de repenser tout ça, quoi, en fait, de se dire, mais de quoi on a envie, voilà, enfin... Et je rebondirai encore en disant que c'est pour ça que moi je trouve ça passionnant et fondamental, le boulot que vous êtes en train de faire en tant qu'historien par rapport à l'image, parce que en tout cas en photo de presse, le grand mythe, c'est que l'image va changer l'événement. C'est-à-dire qu'on va arrêter une guerre avec une image. Quand on sait le peu de photos de guerre qu'on met dans les journaux, en plus maintenant, c'est complètement fou d'être encore dans ce mythe-là, parce qu'en fait, justement, on ne parle absolument plus de ça. Mais le fait de ramener la question de l'iconographie, plus encore que de l'image, à la notion culturelle, ça me paraît fondamental, parce qu'on se pose beaucoup plus la question, du coup, des intentions et des conséquences, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Alors, du coup, il y a Thomas Golsen qui demande lui aussi, est-ce qu'il y a des discussions, voire des oppositions avec les actrices ou les autrices, les auteurs des articles dans le choix des images qui illustrent leurs articles? J'ai l'exemple, dit-il, de cas de ce genre, mais dans des revues scientifiques d'ethnologie. Là, il y a eu des discussions, mais il n'y a pas eu des actes... Mais je crois qu'il ne peut pas trop y en avoir vu notre façon de travailler, en fait. Je crois que c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a un exemple que vous n'avez pas sous les yeux là, mais qui est celui on a un article sur les communardes, avec des photographies des communardes faites par le photographe Appert. Et en fait, là, pour le coup, moi, j'avais des appréhensions parce que c'est un article d'une historienne et je voulais être sûre que scientifiquement parlant, le choix était pertinent. Et entre autres, ça posait des problèmes de légende et d'interprétation et ce genre de choses. Et donc, du coup, en fait, là, on a convié en amont l'autrice à la discussion sur ce qu'on voulait mettre et ce qu'on avait l'intention de mettre. Et donc, en fait, en ayant cette conversation en amont, ça réduit d'autant le risque. Voilà. Après, ça pourrait survenir. On n'est pas à l'abri d'un gros plantage à un moment, mais je crois qu'on est vraiment dans une rédaction qui a une attention au sens et qui se parle beaucoup. C'est pas toujours le cas quand je travaille en hebdomadaire, par exemple. Parfois, le choix d'une image se fait quand même en quelques minutes sans que les personnes concernées le regardent. Et c'est le lendemain qu'on arrive en nous disant « Oh là là, mais en fait, j'aurais préféré qu'on mette ça. » C'est rarement des vrais contresens. Hein. C'est souvent aussi c'est des détails. Et puis, c'est aussi... Ce qui est très compliqué, c'est que parfois, les auteurs et les autrices voient dans le choix de l'image
je vais essayer de le caricaturer un peu voilà, mais quand je fais des couvertures de livres, j'ai des éditeurs qui me demandent de parler d'un passage précis du livre par l'image sur la couverture. Sauf que la couverture ne sert pas à parler du détail du livre, elle sert à inviter et à donner envie. Donc, elle est beaucoup plus là pour donner une ambiance ou ce genre de choses. Et donc, les auteurs connaissant forcément extrêmement bien les sujets sont parfois en attente d'une image qui est extrêmement précise, alors qu'en fait, le lecteur, lui, ne connaît pas du tout le sujet et que l'image qui va lui être utile n'est pas la même. Voilà. Et donc, l'équilibre est dans ne pas faire un faux pas scientifique et en même temps être dans une image qui va servir ce pourquoi elle est là. Elle est dans un contexte. Du coup, dans la façon de répondre, on entend que c'est vous qui êtes dans la force de proposition à cet endroit-là. Ce n'est pas tellement les auteurs et les autrices. Quand bien même, ils seraient sollicités à un moment donné, quoi. Ils peuvent avoir, par exemple, là je sais que pour Virginia Woolf, l'autrice, elle a indiqué, moi j'avais même pas le texte, elle a dit qu'elle ne voulait pas les portraits qu'on voit d'habitude tout le temps. Alors moi au début ça m'a un peu contrariée, je vais dire pourquoi, parce que le portrait, moi je suis comme tout le monde quand même, je connais les portraits que tout le monde connaît, et du coup je pensais immédiatement à celui de Julia Margaret Cameron, où effectivement, elle a cet air un petit peu mélancolique. Mais comme nous, on essaye aussi de montrer des points de vue de femmes, je me suis dit, mince, du coup, là, on me grille ma cartouche. Bon. Et puis, en fait, en cherchant, c'est ça qui est intéressant, c'est que on se prête au jeu, quoi. Et du coup, en cherchant, j'ai trouvé des photos très intéressantes, pas connues en France en tout cas, que moi, je n'avais jamais vues, où en plus, effectivement, elle a l'air de... c'est une image de Virginia Woolf qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont faites par des femmes. Dans toute une série qui est faite par une femme. Donc, à la fin de tout, voilà, on peut rebondir. Ce que je veux dire, en échange, il y a un échange avec l'auteur au départ, ou en tout cas, il peut annoncer un souhait. Et après, voilà, là, en l'occurrence, c'est super parce qu'effectivement, je me suis rendu compte, moi, j'étais convaincue que l'iconographie allait être assez pauvre. Et en réalité, c'est tout le contraire. Après, là, on reparle de la question du temps. Quelque chose comme ça, au quotidien, je n'aurais jamais pu le faire. Je ne sais pas, j'ai pas... le temps de recherche, là, il est assez long, en fait, parce qu'on a le temps d'aller creuser des musées anglais, dans des collections, des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je bosse pour d'autres clients ou aussi par rapport à, à la rémunération, je ne peux pas faire ça en fait. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une vraie. Je sais que je parle beaucoup d'argent, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que des fois, on est payé de telle façon qu'on ne peut pas passer plus de 2 heures à chercher une photo. Ça n'aurait pas de sens. Mais du coup, on n'arrive jamais à ces photos-là. Voilà. Merci beaucoup. Excuse-moi, du coup, je crois aussi qu'il y a quand même aussi une question de personnalité qui intervient. Et je trouve que ça transparaissait un petit peu en filigrane dans l'intervention d'Olivier Dugon ce matin, qui montrait bien aussi que la visibilité était aussi liée à la personnalité de certaines personnes. Et je crois que de la même façon, être force de proposition, ça dépend de nos caractères, de nos envies, de ce pourquoi on fait ce métier. Et la géométrie est aussi hyper variable là-dessus. Et puis, de l'écrasement systémique, j'ai envie de dire. Je pense que Ingrid et moi, si on est freelance, même si on est en poste à la déferlante, mais qu'on n'est pas uniquement à la déferlante, c'est pas par hasard. Et c'est justement aussi pour garder une capacité à prendre des risques en proposant des choses, et que même si les rédactions ne les acceptent pas, on va choisir des endroits où on peut travailler quand même. Voilà, il y a ce truc-là. Et que je pense que quand on est salarié depuis des années, il peut y avoir une usure, il peut y avoir une pression qui fait que la proposition n'a plus la même place. Ça, c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de proposition dans les endroits où les gens sont salariés depuis 20 ans. Ce n'est pas ce que je dis non plus, mais voilà, en tout cas, c'est... Non, puis, alors, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec une éditrice il y a 2 ans où j'avais travaillé sur un manuel de philosophie. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu osés. Enfin, je réponds toujours à la demande, mais après, des fois, si des sujets, là, pour le coup, ce livre de philo, c'était super de le faire. Je vais aller chercher des choses en sachant que ça ne passera pas, mais j'ai envie de les montrer quand même. Donc voilà, il y a cette réponse, et puis il y a le à côté où j'envoie des choses un peu... Et un jour, elle m'avait dit, mais c'est super Ingrid, mais vous savez, on ne passera jamais ce que vous envoyez. Et j'avais dit, oui, vous ne le faites pas maintenant, mais dans 10 ans, peut-être que vous les passez.
Et en fait, elle m'avait dit, oh, mais vous avez complètement raison. Et du coup, moi, ce jour-là, je me suis dit, bon, c'est bien, je continue. Je veux dire, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on n'est pas prêt à un moment, mais on est prêt à un autre moment. Et si déjà on les a vus et qu'on les connaît, c'est plus facile. Et c'est vrai que moi, je trouve ça c'est agréable aussi. C'est pas avec n'importe qui, mais cette éditrice, elle était ouverte et c'était super. Et du coup, j'ai fait aussi passer des choses comme ça, au bout d'un moment, elle s'est piquée au jeu, en fait, quoi, que je pensais pas qu'elle passerait, quoi. Voilà. Du coup, il y a Thomas Golsen qui propose, en disant, enfin, qui synthétise, et en vous remerciant pour vos réponses, le dialogue et le temps, c'est la clé, j'ai l'impression, dit-il. Vous souscrivez? Ah oui. C'est sûr que, franchement, quand on a le temps, c'est génial. Et c'est un métier, quand on n'a pas le temps, c'est dur, quoi, parce que, voilà, on est dans la frustration. Quand on a le temps, c'est quand même important, oui. Mais là, on touche au nerf. C'est clair que aussi pour réfléchir, pour repenser les impensés, pour sortir des stéréotypes, c'est du temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'intervenir en direct ou par le chat et je relais? Non? Alors, dans ce cas-là, je vous propose de clore ici la discussion autour de cette expérience et merci encore de vous être prêté à ce jeu pas simple.